Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode de la saison 2 du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter accompagne toujours ces enregistrements. Salut Olivier. Salut Armano. Notre invité cette semaine avec qui on va parler aéro, on va parler soufflerie, on va parler surtout aussi vélo, Alexis Lapouille. Salut Alexis. Hello. Bienvenue dans ce nouveau format du podcast Devenir triathlète. On a quand même et toujours une tradition dans ce podcast, c'est que les premières minutes, on les consacre à notre invité. Donc Alexis, ce que je te propose, c'est de te donner le micro déjà pour que tu te présentes. Dis-nous tout. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et puis, en quoi tu interviens dans le domaine du sport ? D'accord, alors je suis Alexis Lapouille, j'ai 48 ans. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur. Et j'ai fait mes premières armes au sein de l'écurie Prost Grand Prix en tant qu'ingénieur en simulation numérique d'écoulement. Suite à la liquidation judiciaire de l'écurie, en fait, on a créé une société qui est devenue propriétaire de la soufflerie de Manicourt qui appartenait à l'écurie. Et depuis 20 ans maintenant, je propose du service et du conseil dans le domaine de l'aérodynamique et de la mécanique des fluides. Alors quand tu dis que tu as commencé dans l'écurie Prost en tant qu'ingénieur, est-ce que ça veut dire que tu étais sur le bord du circuit avec tous ceux qui savent faire en combinaison ou toi tu restais dans les bureaux ? Absolument pas, je suis un homme de l'ombre. Je faisais partie de l'équipe qui était dans les bureaux et qui faisait en sorte que la voiture fonctionne. On essayait de la faire fonctionner rapidement, mais bon, ça n'a pas toujours marché. Ouais, c'est quand même pas si mal que ça. C'était pas si mal que ça, et bon, on n'avait pas les mêmes moyens que les autres, faut être honnête. Alors tiens, mettons tout de suite les pieds dans le plat. Ça représente quoi, si tu peux en parler, en termes de moyens, une écurie de Formule 1 ? En termes de moyens financiers ? Ouais. Alors à l'époque, c'était déjà du délire, mais maintenant, on est passé au-delà du délire. C'est même pas imaginable, en fait, ce que ça représente. Nous, on était 250 à l'époque, les grosses écuries étaient 800 personnes. Donc ouais, on jouait pas avec les mêmes armes. Alors pour faire le parallèle avec le triathlon ou peut-être même le cyclisme, on dit que le triathlon commence à devenir de moins en moins populaire et de plus en plus réservé à une élite. Je trouve qu'on a encore de la marge d'ici à ce qu'on atteigne le niveau de la Formule 1, non ? Oh là ouais, ça fait quelques milliers de vélos à acheter. Non, on est très loin. Alors, tu nous as dit que vous avez créé une société une fois que l'écurie a été liquidée, que vous avez racheté la soufflerie de Manicourt. Et du coup, qu'est-ce que vous y faites dans cette soufflerie ? J'imagine que vous faites pas, vous avez diversifié un petit peu les activités et que vous vous contentez pas d'analyser les flux sur les véhicules. On a deux métiers principaux chez Aéroconcept. Aéroconcept, en fait, propose des essais en soufflerie. Bien entendu, puisqu'on est propriétaire de la soufflerie, mais on propose également de la simulation numérique d'écoulement. Donc c'est de la soufflerie virtuelle, pour résumer. Et on travaille dans beaucoup de secteurs d'activité. On a travaillé beaucoup dans le domaine du sport auto pendant de nombreuses années, dans toutes les catégories. Et puis progressivement, on a diversifié nos activités dans le milieu de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire, de la défense, et puis du bâtiment également. Et puis depuis très longtemps, on travaille dans le domaine du sport de haut niveau, dans différents types de sports, mais on a depuis longtemps travaillé dans le domaine du sport et notamment du vélo, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à une vingtaine de kilomètres d'une société qui s'appelle Look Cycle et qui est bien connue pour ses vélos. Look. Ça te parle, toi, Olivier, les vélos Look ? Vaguement. Vaguement. Bon, écoute, si t'es pas très loin d'eux, ça sera peut-être aussi l'occasion de te demander une mise en relation si un de ces dirigeants veut s'exprimer sur le podcast pour parler justement vélo de triathlon et autres. Pourquoi pas ? Écoute, on prend note, on prend date. Donc Alexis, tu nous as glissé comme ça insidieusement que depuis quelques années, vous travaillez dans le domaine du sport de haut niveau. J'aimerais avant qu'on aborde ce sujet-là, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à toi ? Tu nous as dit 48 ans. Est-ce que tu es un sportif pratiquant ? Est-ce que à quel sport t'es-tu déjà essayé ? Alors non, je ne suis pas du tout sportif dans l'âme. Mon sport, c'est la souris.
Euh, et l'ordinateur, non, en fait, je suis un passionné de technologie depuis tout petit. Et mon père était prof de techno, donc ça m'a sûrement filé le virus. Et en fait, voilà, je me suis toujours passionné par la technologie, par la technique, et essayé de faire en sorte que ça fonctionne toujours plus vite, mieux et plus longtemps. Et en fait, voilà, pour être honnête, on passe énormément de temps au boulot. Il reste pas beaucoup de place pour le sport. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es... Enfin, parce que là, tu t'es quand même un peu spécialisé dans le sport, mine de rien. Enfin, déjà, le sport avec la Formule 1, mais par la suite, je pense qu'on va surtout parler de vélo aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis sur le vélo? C'était quoi? C'était plutôt parce qu'il y avait un besoin, il y avait une demande sur le marché, il y avait l'usine Look à côté, ou bien parce que il y avait un intérêt personnel de ta part? Ouais, il y a un intérêt personnel. Enfin, je suis pas, je pratique un peu le footing, mais comme ça, en vieil amateur. Mais si tu veux, ce qui m'intéresse beaucoup dans le sport, c'est la recherche de la performance, quoi. Il faut que mais sur le côté mécanique des choses, enfin mécanique au sens large, la physio, tout ça, c'est pas mon job, hein. Mais par contre, améliorer sans cesse les machines pour que ça aille de plus en plus vite. Ouais, là, c'est un truc qui me botte bien et c'est là où je m'éclate, quoi. Et pourtant, il y a une énorme différence. Enfin, quand on parle d'aérodynamie, si tu compares ce que tu disais, l'aéronautique, le ferroviaire, tu compares ça avec un vélo, finalement, tu vas dire les effets sont quand même marginaux sur le vélo. Alors non, les effets sont pas marginaux sur le vélo. Enfin, les effets aérodynamiques sont pas marginaux sur le vélo. En fait, quand tu regardes ce qui se passe sur un cycliste sur son vélo, 80 à 90% de la puissance qu'il va générer va servir à combattre la résistance à l'avancement aéro. Donc c'est loin d'être marginal, c'est même d'ordre 1 sur un vélo. Après, c'est vrai que sur ces 80% qui sont mangés, je dirais, par l'aéro, il y a à peu près 80% de la traînée aérodynamique qui est due au cycliste. Mais trouver la bonne position, ça fait aussi partie de notre métier, de faire en sorte que l'homme et la machine ne fassent qu'un pour aller le plus vite possible, quoi. Alors, on a déjà mis directement les pieds dans le plat. J'aimerais quand même qu'on s'attarde un petit peu, même si on a déjà parlé du sujet de l'aérodynamie dans ce podcast, mais on va peut-être faire un rappel pour les plus, comment dire, les plus assidus de nos auditrices et de nos auditeurs. Et puis pour les nouveaux auditeurs, ce sera l'occasion de rappeler un peu ce que c'est. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler, Alexis, ce que c'est que l'aérodynamie, la traînée, quels sont les différents composants éventuellement de l'aérodynamisme et puis comment est-ce qu'on peut jouer justement pour améliorer ces forces qui s'appliquent contre le cycliste? Ok. Bah alors, en fait, l'aérodynamique, c'est la science de l'air, hein, si je puis dire. C'est l'équivalent de la mécanique pour tout ce qui est fonctionnement des écoulements d'air. La traînée, en fait, c'est l'effort que l'air va générer sur l'objet en mouvement, donc ici le cycliste et son vélo, et qui vont l'empêcher d'avancer. On a tous, quand on était gamin, passé la main par la fenêtre de la voiture. On sent très nettement un effort qui pousse la main vers l'arrière. C'est la traînée aérodynamique. Après, quand on parle d'avion, on va aussi générer de la portance et des efforts latéraux. Mais dans le vélo, la portance est pas un problème. Les efforts latéraux peuvent l'être, notamment sur les problématiques de vent de travers. C'est pour ça que quand on a des courses avec beaucoup de vent, on évite de mettre des roues lenticulaires ou des jantes très hautes parce que ça a un petit peu tendance à mettre les vélos par terre. Alors pour ceux qui ne maîtriseraient pas le terme roue lenticulaire, ce sont les fameuses roues pleines. C'est ça. Donc merci pour ce rappel. Sur la partie justement améliorer un petit peu cette aérodynamique de manière générale. Comment est-ce qu'on peut agir? J'imagine que déjà dans un premier temps il faut mesurer, d'où l'intérêt des souffleries et puis de toutes les mesures qui sont associées. Et puis après essayer de jouer un petit peu sur les mesures que l'on a réalisées. Est-ce que la soufflerie a un intérêt aussi? Est-ce qu'on va se concentrer sur le matériel? Est-ce qu'on peut aussi se concentrer sur la position du cycliste sur son vélo, voire même du vélo
et du cycliste qui sont un ensemble, mais qui sont deux ensembles, l'un imbriqué dans l'autre. Comment est-ce que, quels sont tes conseils là-dessus? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aérodynamique, c'est d'une part une science qui est très jeune, parce que la mécanique, on maîtrise ça depuis des centaines d'années. Regardez les voitures des années 20 et vous comprendrez que l'aérodynamique, on n'avait pas encore tout compris à l'aérodynamique. Euh, les avions, voilà, on était au balbutiement, donc c'est une science qui a une centaine d'années. C'est une science qui est très complexe parce qu'en fait, elle ne fait pas appel à nos sens primaires, c'est-à-dire que la mécanique, on a tous pris une règle qu'on a tordue dans tous les sens. On comprend bien que quand on appuie au bout, elle se plie, quand on la tord, elle se torsade, etc., etc. L'aérodynamique, c'est invisible, impalpable, ça reste hyper bizarre. Enfin, je dirais, enfin, bizarre, on peut dire ça, ouais, c'est presque bizarre, parce qu'en fait, il y a des phénomènes qu'on comprend pas bien, qu'on n'arrive pas à visualiser, qu'on n'arrive pas à intuiter. Et puis, quand on commence à résoudre les équations de la mécanique des fluides, les fameuses équations de Navier-Stokes, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas les résoudre. Il nous manque une équation. Et donc, on ne sait pas résoudre à la main, en fait, les équations de l'aérodynamique. Donc, en fait, la science de l'aérodynamique, c'est basé sur, que ce soit en soufflerie, que ce soit en simulation numérique d'écoulement, même si on résout les équations de la mécanique des fluides, on fait des hypothèses simplificatrices pour pouvoir le faire. Et on ajoute une équation qu'on appelle une équation de turbulence qui est issue de l'expérimentation. Et en fait, c'est toujours le principe de l'essai-erreur, c'est-à-dire qu'on va faire un essai, on va mesurer, et puis on va modifier quelque chose, on va faire une nouvelle mesure, et puis on constate, c'est mieux, c'est moins bien. On essaye d'imaginer pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est moins bien, et puis on va faire un troisième essai qui est issu des conclusions qu'on a pu tirer du deuxième, et ainsi de suite. Et en fait, on va de proche en proche améliorer le système. Ok, parce que je pense qu'on l'a tous bien en tête, surtout ceux qui nous écoutent, on a tous déjà fait du vélo. Forcément, on va être le plus aérodynamique possible quand on est allongé, sauf que pédaler quand on est allongé, ça paraît difficile. Ou alors c'est éventuellement un vélo couché, quoique. Donc, effectivement, je comprends que on va pouvoir essayer d'améliorer cette aérodynamique avec des essais, mesurer, essayer, voir ce que ça donne. Si ça marche pas mieux, ou même si ça marche un peu mieux, mais pas tout à fait, on va faire une troisième itération, apprendre de la deuxième, etc., etc. Donc, pour en revenir peut-être sur la partie mesure de ces phénomènes, comme tu dis qu'on maîtrise pas très bien, qui reste un petit peu nébuleux, quel va être le rôle comment on appelle ça, d'un chercheur en aérodynamique, d'un aérodynamicien, tout simplement. D'un aérodynamicien. On voit de plus en plus aussi de souffleries virtuelles qui se développent, donc tu nous en as parlé. Comment est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est aussi équivalent qu'un test dans une soufflerie réelle, modulo le coût qui ne va pas être le même évidemment? Alors, les souffleries virtuelles, donc on appelle ça, nous, dans notre jargon, de la CFD, c'est la simulation numérique d'écoulement. Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux de modélisation qui permettent effectivement de tirer des conclusions qui sont fiables depuis pas mal d'années maintenant. Donc, la simulation, ça marche assez bien. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas faire en simulation, ou en tout cas pas simplement. Et ce qui fait que, et c'est le cas du vélo, simuler quelqu'un qui pédale sur un vélo, ça devient très très rapidement compliqué. Et donc là, de ce point de vue-là, c'est assez difficile de réaliser des tests fiables en simulation. Alors on le fait parce qu'on travaille sur différents éléments, quand on va travailler sur un cadre, sur un cintre, on va utiliser la simulation. Mais c'est vrai que quand on veut s'orienter sur la partie cycliste, il faut prendre en compte le fait qu'il faut pédaler. Ça, c'est compliqué à prendre en simulation. Pour compléter ça, tu disais effectivement être aérodynamique. Effectivement, si on est allongé sur le vélo, on est vachement plus aérodynamique. Par contre, on pédale c'est plus difficile de pédaler, hein. Donc le critère d'ordre 1, ça reste avant tout d'être capable de générer la puissance, d'être confortable sur son vélo. Parce que si on veut faire un triathlon, si on doit faire 180 km de vélo et qu'on n'est pas confortable sur le vélo,
l'aérodynamique vous sert à rien parce qu'en fait, au bout de 50 km, vous allez vous relever et puis la course sera terminée, quoi. Donc l'ordre 1, c'est vraiment d'avoir une position efficace et confortable d'un point de vue ergonomique. Et après ça, on peut jouer sur l'aérodynamique pour améliorer les choses. Ouais. Du coup, moi j'ai plein de questions, je sais pas pour toi Hermano, mais c'est un sujet qui est assez passionnant. Juste pour revenir peut-être quand même pour expliquer bien à tout le monde, que tout le monde ait bien compris, la soufflerie, c'est quand on se met justement dans une soufflerie, donc qui va aller, tu me dis hein, Alexis si je me trompe, hein, mais grosso modo on va faire passer de l'air dans comment dire, une espèce de tunnel entre guillemets avec des capteurs qui vont pouvoir mesurer justement la force du vent entre guillemets et voir est-ce qu'il y a eu un obstacle à un certain endroit ou non. Et donc grosso modo c'est comme ça qu'on fait pour la soufflerie. Par contre la simulation 3D, là c'est un scan 3D de l'objet et après on fait tourner via un software justement de simulation d'écoulement des fluides et qui nous permet de voir justement est-ce que c'est aérodynamique ou non, et d'où le problème justement du pédalage parce que là on est en mouvement et donc c'est plus difficile évidemment de modéliser à partir d'un mouvement. C'est correct. C'est tout à fait ça. Pour donner une idée, notre soufflerie, c'est un tube qui se referme sur lui-même en forme de O vu de dessus. Le tube fait entre 3 mètres et 8 mètres de diamètre. Il fait 40 mètres de long et 15 mètres de large. Donc ça fait un gros tuyau, hein. Et puis pour faire fonctionner tout ça... Faut pas être claustro par contre pour rentrer dedans. Non, c'est vitré, hein, ça va. On voit l'extérieur. Et puis à l'intérieur, on a une turbine en fait qui entraîne l'air, en fait, qui génère le mouvement d'air. Et cette turbine fait un peu plus de 300 chevaux. Et donc c'est elle qui va générer avec un ventilateur, qui va générer l'écoulement d'air, qui va nous permettre de souffler sur le vélo. En fait, pour compléter ce que tu disais, Olivier, c'est que en fait, en soufflerie, on va reproduire l'inverse de la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, le vélo va se déplacer dans un environnement qui est fixe. En soufflerie, pour faciliter la mesure, on va fixer le vélo et puis on va déplacer l'environnement. Donc on va déplacer l'écoulement d'air et on va mettre en rotation les roues au travers de galets qui vont permettre de faire tourner les roues de manière à avoir une représentativité correcte de l'écoulement autour du vélo. Et donc une fois qu'on a ça, effectivement, on a ce qu'on appelle une balance, hein, qui est ni plus ni moins qu'un passe-personne un peu plus précis, qui au lieu de mesurer dans un axe vertical, va mesurer dans un axe horizontal, et il va nous permettre en fait de mesurer l'effort aéro qui s'exerce sur l'ensemble vélo-cycliste, et ensuite on va travailler là-dessus. Ok. Et tu disais 15 mètres de large, c'était ça ? 15 mètres de large, ouais, 15 mètres de large et 40 mètres de long. Ok, donc c'est énorme. J'imagine que ça, c'est pas une soufflerie spéciale vélo, c'est une soufflerie, vous faites rentrer des locomotives dedans. Ah non, on travaille à l'échelle réduite pour l'automobile. Donc on travaille sur des maquettes qui sont de l'ordre de 40% en échelle. Donc la veine, elle, fait 2 mètres 20 par 2 mètres 30 simplement. C'est la largeur du haut et la longueur du haut dont je parlais en vue de dessus. Voilà. La veine fait 2 mètres 20 par 2 mètres 30 de section. Ok, d'accord. Et ça, c'est assez standard alors dans les souffleries ? C'est absolument pas standard. Il y a toutes les souffleries, il y a tous les modèles qui existent, et chaque soufflerie est un petit peu son secteur d'activité. On va trouver des souffleries plutôt typées aéronautiques, donc pour souffler les Rafales, les Airbus et consorts. Des souffleries qui sont plus orientées bâtiment, des souffleries qui sont plus orientées automobile, enfin voilà. Bâtiment ? Ouais, dans le bâtiment, ouais, le CSTB. Ça fonctionne quand ? Parce que du coup, en général, le bâtiment, il bouge pas trop. Sauf si c'est une caravane. Il bouge pas trop, mais les bâtiments sont soumis à du vent. Ouais. Et donc, il faut vérifier l'impact du vent sur les bâtiments et regarder les efforts qui s'exercent sur les bâtiments pour éviter d'avoir des problèmes, quoi. Alors quand c'est des bâtiments tout rectangulaires, on sait le faire sans soufflerie, mais quand c'est des bâtiments un petit peu pointus en architecture, ça peut être intéressant de vérifier que la cabine de péage ne va pas s'envoler s'il y a un coup de vent ou des choses comme ça, quoi.
Ok, alors dans ce cas-là, ça fonctionne comment? La soufflerie, elle est portable, là. Tu t'amènes pas le bâtiment ou t'amènes une réplique du Non, bâtiment plus petite? on travaille sur des maquettes. On Ok, travaille sur des d'accord, maquettes, ouais, excellent. ouais. Et parce que du coup, vous devez réduire alors, vous réduisez l'intensité du vent par rapport à la proportion enfin, de la maquette versus le réel, c'est ça? Alors normalement, non, il faudrait l'augmenter. C'est-à-dire qu'on a un nombre qui s'appelle le nombre de Reynolds, qui qualifie les écoulements. En fait, on a dans les écoulements aéros, on a plusieurs typologies d'écoulements. On a les écoulements qu'on appelle subsoniques, donc inférieurs à la vitesse du son, les transsoniques qui sont aux alentours de la vitesse du son, les supersoniques qui sont au-delà de la vitesse du son, et les hypersoniques qui sont encore plus élevés. Et dans le subsonique, qui est le secteur dans lequel nous on travaille, dans le subsonique, on a encore 3 régimes d'écoulement différents: le laminaire, le transitoire et le turbulent. Et en fait, c'est ce nombre de Reynolds qui va qualifier là où on se situe dans quel type d'écoulement on se situe, en fait. Et ce nombre de Reynolds dépend de la vitesse de l'écoulement et de la taille de l'objet. Donc, quand on divise par 2 la taille de l'objet, il faudrait multiplier par 2 la vitesse pour être équivalent en Reynolds, pour avoir le même comportement aérodynamique, exactement. Donc, si tu veux tester un vent de 200 km/h sur un immeuble un petit peu moderne avec des formes architecturales un petit peu olé olé, tu vas devoir balancer un vent à 400 km/h. Ouais, ce qu'on sait pas faire en fait. Ce qu'on sait pas faire. Donc en fait, on n'a jamais l'équivalence en Reynolds dans ces cas-là. On le sait et puis on vit avec. Voilà, la problématique de l'aérodynamique. C'est une science qui nous impose de raisonner juste sur des résultats faux la plupart du temps. Puisque en fait, dans le vélo, nous on n'a pas le problème parce qu'on travaille à l'échelle 1, donc il n'y a pas ce problème de facteur d'échelle et d'équivalence en Reynolds, parce qu'on travaille à la bonne échelle et à la bonne vitesse. Donc là, ça enlève tous les problèmes. Mais par contre, on a un système qui maintient le vélo, on a des murs autour de la soufflerie, donc tout ça, ça impacte en fait un petit peu le résultat. On le sait et il faut les prendre en compte. Il faut prendre en compte ces effets-là. Donc tout ça, ça fait partie de notre métier de savoir prendre en compte ces effets-là pour malgré tout tirer les bonnes conclusions. Alors pendant qu'on est justement un petit peu au détail de votre métier, les tests que vous faites, vous les faites sur un vent de face, ou est-ce que vous testez aussi avec un vent qui tourne, un vent latéral, ou c'est vraiment de la théorie sur un vent idéal qui arrive pile poil en face de notre cycliste? Alors, en fait, on teste à la fois en vent de face et en plus 30-30 degrés. Enfin, on a cette capacité d'aller à plus 30-30. Après, on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là, mais on a cette capacité-là. Parce qu'effectivement, dans le vélo, on a les vitesses auxquelles on roule, enfin, ou en tout cas les vitesses auxquelles les athlètes roulent sont certes assez élevées, mais pas suffisamment élevées pour négliger le vent météo. Et donc on se retrouve en fait avec ce qu'on appelle un vent apparent. C'est-à-dire c'est un petit peu comme dans la voile, quoi. C'est-à-dire que vous avez une vitesse d'avancement qui est un vent qui est dû à la vitesse d'avancement du cycliste. Et puis on a le vent météo, et en fait le vent apparent, donc le vent qui est vraiment vu par l'ensemble vélocycliste, c'est le cumul des deux. Donc si vous roulez à 70 km/h, c'est déjà que vous êtes pas mal balèze. Surtout sur du plat, hein, ouais. Mais si vous avez un vent à 70 km/h de côté, en fait le vent est à 45 degrés, quoi. Le vent que vous voyez réellement est à 45 degrés, il n'est pas de face. Donc effectivement, on est contraint de prendre en charge ces aspects-là de vent de travers. Ok, mais du coup, moi j'ai une question que je me pose depuis des années. Si j'ai un vent de dos, mettons que je roule à du 40 km/h, il y a un vent de dos qui est, on va dire, à 40 km/h. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à être hyper aérodynamique, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à me relever et me dire, en fait, je vais profiter du vent que j'ai dans le dos? Si tu roules à 40 km/h et que tu as un vent à 40 km/h, c'est comme si tu n'avais pas de vent en fait. Ouais, ok. Bon, mettons qu'il y a un vent à 80 km/h dans le dos. C'est une grosse rafale. Ouais, si le vent de dos est plus important que ta vitesse, ouais, tu as intérêt à faire effet de voile. Donc, mais bon, cela dit, c'est quand même assez rare. Puis tu prends quand même le vent, tu prends quand même un vent de face qui est dû à ton avancement. Donc, dans tous les cas, est-ce que ça vaut quand même pas plus la peine d'être aéro?
Bah, si le vent est parfaitement de dos, ce qui, bon, c'est un épiphénomène, hein, ça n'arrive quasiment jamais. Mais si le vent est parfaitement de dos, en fait, si t'as un vent, donc si toi tu avances à 40 km/h et que tu as un vent à 50 km/h dans le dos, le vent qui est vu par ton corps, c'est -10. Donc en fait, tu souffles un vent à 10 km/h dans ton dos, quoi. Donc tu as intérêt à te relever un maximum, à grandir les épaules et à être le plus entier aéro possible, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, quand est-ce qu'on mettra une girouette sur les vélos pour savoir exactement d'où vient le vent? Ça pourrait être pas mal. Ça peut être intéressant. T'avais d'autres questions, je pense, Olivier, parce que t'as dit que t'en avais plein. Et du coup, tu parlais de la position du vélo. Parce que bon, il y a le vélo comme on le connaît aujourd'hui. Bon, après, il y a le contre-la-montre qui est encore un petit peu plus aéro, mais à peu de choses près, la position est plus ou moins pareille. En tout cas, au niveau de la forme du vélo, je veux dire. Est-ce que il y a une forme de vélo qui est optimale, en prenant en compte évidemment la variable qui est la force de pédalage et à quel point est-ce on est prêt à dégager des watts, on va dire, quoi. Parce que bon, on sait que les vélos où on est couché, bah oui, c'est beaucoup plus aéro, et bon, t'as moins de force aussi. Enfin, t'es dans une position où tu peux moins pousser, on va dire. C'est quoi là? Est-ce qu'il y a une position idéale, ou bien est-ce qu'en fait la position idéale c'est celle qu'on connaît sur les CLM un peu classiques, quoi? Une position idéale, c'est difficile à dire. En fait, effectivement, un vélo couché est beaucoup plus aéro qu'un vélo classique, hein. Je crois que les records sont aux alentours de 140 km/h. Ah oui, bon, bah donc voilà, ça répond à la question. Ça montre l'intérêt, enfin l'impact de l'aéro sur le vélo, quoi. Après, ça reste une histoire de compromis, que ce soit sur la position, sur le vélo, sur beaucoup de choses. Bon, après, il y a le règlement aussi qui impose beaucoup de choses. Enfin, si on parle du règlement UCI, il y a le règlement qui impose beaucoup de choses. Bien sûr, mais maintenant, par exemple, enfin, prenons le triathlon, voilà, vraiment au hasard. En regardant le triathlon, justement, il y a énormément d'innovations en termes de forme de vélo et tout, parce que justement, c'est pas régulé. Et donc, alors, bon, alors, est-ce qu'on peut même se ramener avec un vélo couché sur un triathlon? Bon, ça, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est quand même vachement libre, quoi. On voit des formes assez particulières. Et donc, je me dis, bah, est-ce qu'on peut pas pousser le truc encore un peu plus loin et tu vois, et aller justement sur des trucs peut-être un peu plus couchés ou entre les deux, en tout cas, quoi. Bah, il y a probablement des choses à faire, hein. Il y a probablement des choses à faire. Après, ça reste entre l'effort que tu vas être capable de générer, comme tu le disais, sur un vélo couché, c'est un petit peu plus compliqué de générer l'effort. Et puis, on peut trouver des positions un petit peu plus aéro, mais quand tu vas arriver dans une partie un peu plus pentue, comment tu vas être capable de gérer le truc? Enfin, c'est une histoire de compromis, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose pas souvent, en tout cas, y compris dans le triathlon. Est-ce que on remet jamais en cause cette position parce que le vélo, c'est toujours un petit peu la même chose. Enfin, il y a une roue devant, une roue derrière, et puis le gars qui est assis sur une selle avec un guidon dans les mains, et puis Bah, est-ce que dans 10 ou 20 ans, on va pas commencer à avoir justement des vélos qui en fait n'auront plus rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, le vélo, c'est parce que c'est un peu traditionnel. Enfin, allez, c'est ça, ouais. bien sûr, ça a changé du point de vue technologique et tout ça, les matériaux, mais je veux dire, dans l'absolu, le vélo, il y a 50 ans, tu vois, je veux dire, c'est plus ou moins la même forme. C'est ça. Mais c'est une forme qui est, ouais, qui est historique, comme tu dis, et puis qu'on maintient, même si on améliore les choses. On n'a jamais remis enfin en tout cas pas à ma connaissance, mais on n'a jamais remis en cause complètement cette chose-là, à part effectivement en vélo couché. Mais ouais, il y a peut-être des choses qui vont arriver. On voit de plus en plus, comme tu le disais, d'innovation dans le triathlon parce qu'il n'y a pas il y a pas le règlement qui impose toutes les cotes. Et c'est vrai on voit apparaître des vélos qui sont un petit peu plus pointus en termes de design, qui sont efficaces ou pas efficaces aérodynamiquement. Je sais pas le dire, on les a pas tous passés en soufflerie. Mais effectivement, il y a des choses et on peut imaginer que dans le futur, progressivement, on va converger vers une solution qui sera peut-être un petit peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui dans le triathlon.
Je me demande quand est-ce qu'on aura le droit à des vélos, tu sais, avec la forme des motos, un peu où tu es un petit peu plus allongé. Enfin, je ne sais pas si d'un point de vue musculaire, si d'un point de vue force que peut exercer le cycliste, ça a un intérêt. Mais d'un point de vue aérodynamique, en tout cas, j'imagine que si on est un peu plus couché, c'est un petit peu plus efficace. D'un point de vue aéro, c'est plus efficace, ouais, c'est sûr. Mais après, effectivement, d'un point de vue ergo, la différence, c'est que sur une moto, tu n'as pas besoin de générer la puissance, quoi. C'est le moteur qui s'en charge. Une question toute bête, là. Tout à l'heure, on parlait de roue lenticulaire, donc de roue pleine. Est-ce que, enfin, je ne crois pas en avoir déjà vu, mais est-ce que tu crois qu'un vélo plein, c'est-à-dire un vélo où le cadre serait plein, aurait un intérêt aérodynamique? Alors évidemment, on dit qu'on ne prend pas les roues pleines quand il y a un gros vent de côté. Sur un triathlon de 180 km, on n'est pas on n'est pas certain qu'il n'y aura pas à un moment donné du vent latéral, mais d'un point de vue aérodynamique, est-ce que tu crois qu'un vélo plein aurait un intérêt? Voire même un vélo un peu caréné, tu sais, même sur les roues. C'est difficile à dire, en fait. C'est assez difficile à dire. C'est-à-dire que, effectivement, si on considère qu'on roule dans un environnement dans lequel il n'y a pas de vent, pourquoi pas? Après, ça reste un compromis. C'est-à-dire que si le fait de... si tu veux, un vélo, c'est un compromis entre la masse, la rigidité, l'aéro, l'ergonomie, le prix, parce que malgré tout, il faut les vendre. Et puis, il faut savoir les fabriquer, il faut être capable de les fabriquer. Donc, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. L'aéro n'est qu'un critère parmi tant d'autres. C'est pas forcément évident, en fait, que ça soit plus intéressant. Il faudrait le tester. J'ai pour coutume de dire la seule certitude qu'il faut avoir en aérodynamique, c'est qu'il ne faut pas en avoir de certitude. Parce qu'en fait, le problème qu'on a en subsonique, nos amis qui font du supersonique n'ont pas ces problèmes-là, ils en ont d'autres, mais celui-là, ils ne l'ont pas. C'est qu'en fait, quand tu modifies la forme de ta fourche, par exemple, de ta fourche avant, tu vas modifier l'écoulement qui va avoir lieu autour de ta roue arrière. Ça, tout le monde le comprend bien. Par contre, ce qui est moins intuitif, c'est que quand tu vas modifier ce qui se passe sur ta roue arrière, en fait, tu vas avoir un impact sur ta fourche avant. Ah ouais. Parce qu'en fait, ouais, le champ de pression peut remonter l'écoulement, en fait, et tu peux avoir t'as des influences qui sont croisées. Donc c'est souvent difficile d'avoir des certitudes en aérodynamique parce qu'en fait, tout interagit dans tous les sens. Et typiquement, nous, en soufflerie, quand on fait des tests en soufflerie, on a des pièces qui sont testées, qui ne fonctionnent pas, qui sont enlevés de la maquette et puis qui sont remontés quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, parce qu'en fait on a changé toute la voiture entre-temps ou tout le vélo et qu'en fait la pièce qui ne fonctionnait pas à l'instant T, quand on a changé toutes les formes autour de cette pièce, bah, peut-être qu'elle est devenue en fait meilleure que la config de référence, quoi. Donc ça ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que tout interagit. Et tu ne peux pas raisonner de manière locale en te disant bah, si j'améliore ma fourche, je vais améliorer mon vélo. C'est pas vrai, parce qu'en fait tu peux améliorer ta fourche et dégrader l'écoulement sur ton cycliste, et puis en fait au bilan t'as perdu en fait de la perfo. Mmh. Donc c'est assez compliqué. Et donc ça c'est le cas, tu dis, pour le subsonique. Supersonique, c'est quoi en fait? Le supersonique, c'est les avions de chasse? C'est ça. Bon, c'est principalement les avions de chasse, tous les missiles, enfin tous les éléments qui vont être lancés au-delà de la vitesse du son, mais c'est principalement les avions de chasse. Ouais. Bon, on reste toujours dans le domaine du triathlon, évidemment. Les avions de chasse, on en voit passer de temps en temps. Il y a certains triathlètes qui sont des avions de chasse, quand même. Et tu disais, du coup, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Pourquoi? Enfin, désolé, on rentre fort dans la technique, hein, mais je trouve ça passionnant. Bah, en fait, ce côté du champ de pression qui remonte l'écoulement n'existe pas en supersonique. En fait. Ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Par contre, eux se tapent les ondes de choc et c'est pas une sinécure non plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est ça. Il y a une onde de choc qui se crée en fait sur un avion de chasse. Il y a des ondes de choc qui se créent et qui font qu'une partie de l'avion vole en supersonique et l'autre en subsonique. Une fois que tu as passé l'onde de choc, c'est le bang que tu entends quand l'avion passe. Ah, on a perdu Olivier? Non, t'es toujours là? Non, j'ai plein de... Je découvre. Je suis tout ouïe. Ok, mais parce que l'onde de choc, c'est quoi? C'est pas au niveau de l'accélération, alors c'est un truc qui est constant, en fait? L'onde de choc, c'est un effet...
C'est un truc qu'on essaye d'avoir le plus constant possible, ouais, sur un avion. Et on essaye de jouer avec, en fait. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est des phénomènes aéros qui sont déclenchés, en fait, par la présence de l'objet, en fait, Ok, à haute vitesse. d'accord. Bon, on clôture la parenthèse supersonique, mais Ouais, je pense qu'on roule pas encore à plus de. C'est combien? C'est 1200 km/h la vitesse du son? C'est 340 mètres secondes au niveau de la mer, parce que ça dépend de l'altitude. D'accord. En plus, on complexifie ça. les choses. Non, c'était pour arrondir, hein. Voilà. Bon, bref, à plusieurs centaines de kilomètres/heure, on est encore pour l'instant en dessous, même sur les triathlons, même avec ces fameux avions de chasse pour qualifier les triathlètes les plus rapides. Alors justement, on a bien parlé d'aéro. Revenons un peu sur la partie aéro-vélo et pas sur des hypothèses de vélo un peu plus aérodynamique. Vous, quand vous testez les cyclistes, tu l'as dit, le vélo, en fait, il va être sur des galets, donc sur un espèce de home trainer. Le cycliste va pédaler et puis vous allez lui envoyer du vent. Alors déjà, est-ce que vous envoyez un vent fort tout de suite? Est-ce que ça va être quelque chose de constant? Est-ce que vous allez mesurer la force l'impact aérodynamique qu'a l'ensemble vélo plus cycliste tout au long du test, ou est-ce que c'est simplement à des moments donnés? Comment est-ce que ça se passe en fait un test en soufflerie? Alors, un test en soufflerie, en fait, le cycliste arrive avec son vélo, on va fixer le vélo par ses axes de roue. Donc, on a, en fait, au niveau du sol de la soufflerie, on a quatre mâts, en fait, qui fonctionnent un peu comme deux fourches à l'envers, en fait, hein, qui nous permettent d'attacher le vélo par ses axes de roue. Ces fourches sont réglables en hauteur, donc on va venir affleurer, en fait, le galet pour que les roues soient entraînées en rotation par le galet. Et puis donc le cycliste va s'installer sur son vélo, on ferme les portes, on lui demande de prendre la même position qu'habituellement. Il va pédaler, les roues sont entraînées en rotation. Voilà, les roues sont entraînées en rotation pour essayer de donner le tempo sur le pédalage et puis avoir les bonnes vitesses de rotation. On va lui demander, en fait, quelle est sa vitesse habituelle sur le vélo. Est-ce que c'est un triathlète amateur qui roule à 25 ou 30, ou est-ce qu'on est plus sur du 35, 40, 45, ou alors un pistard qui roule à 70. Enfin voilà, il y a toutes les configurations, donc on va pouvoir s'adapter, en fait, à la vitesse habituelle du cycliste ou du triathlète. Et puis, en fait, on va lui envoyer donc du vent. Le plateau tournant est à 0 degré. Donc on va faire un test en vent de face, et puis ensuite on va le test en lui-même, la mesure en elle-même va durer quelques secondes. On appelle ça instationnaire ou transitoire, c'est-à-dire que ça dépend du temps. Il y a des phénomènes qui dépendent du temps. Si vous êtes baladé un jour en vélo ou en voiture, avec une petite voiture derrière un camion, vous êtes ballotté de droite à gauche, c'est parce qu'en fait il y a des lâchers tourbillonnaires qui sont instationnaires, donc qui dépendent du temps. Donc on a la même chose sur un vélo, on a des lâchers tourbillonnaires qui sont générés et qui vont être lâchés une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, etc. Et donc l'effort varie, on n'a pas un effort qui est constant, et donc on fait une mesure sur un temps donné qu'on va moyenner ensuite pour pouvoir comparer un essai par rapport à un autre. Donc ça, la mesure va durer quelques secondes, et puis on va tourner le plateau pour simuler par exemple du 5 degrés, un angle à 5 degrés, et puis on va faire une nouvelle mesure, et ensuite faire du 10 degrés, etc., etc. Et ensuite on va tracer une courbe qui est la courbe de l'effort généré sur l'ensemble cycliste vélo en fonction de l'angle. Et c'est ça qu'on va comparer. Donc ça va être notre valeur de référence. Et à partir de cette valeur de référence, quand on va tester des choses, changer de casque, changer de bidon, changer de position, etc., ou modifier le cadre si on travaille pour un fabricant, on va comparer, en fait, nos deux courbes et regarder laquelle est la plus intéressante. Et les gains, du coup, vous les convertissez en puissance directement? En watts? Ouais, c'est ça. Nous on les regarde en SCX. Donc on entend parler souvent de CX pour les voitures. Le CX, en fait, c'est la qualité intrinsèque aérodynamique d'un objet, en fait.
C'est le coefficient de pénétration dans l'air, on va dire, pour vulgariser. Mais en fait, il faut parler de SCX, le S étant la surface frontale de l'objet. C'est-à-dire que si on compare un objet de la taille d'une Twingo et un objet de la taille d'un Smirmork, en supposant qu'ils ont le même CX, ils peuvent avoir le même CX, mais ils ne généreront pas les mêmes efforts parce qu'ils n'ont pas le même S, en fait, ils n'ont pas la même surface frontale. Donc c'est bien le couple SCX qu'il faut regarder, qui s'exprime en mètres carrés. Oui, donc typiquement, si on reprend l'exemple du cycliste, en fait, un petit cycliste qui fait 1m60 sur un petit vélo, il sera plus aérodynamique que le mec qui fait 2 mètres, quoi. Pas forcément. Il aura un meilleur S, mais il peut avoir un CX qui est beaucoup moins bon. Oui, enfin, toute chose étant égale par ailleurs, je veux dire, à partir du moment où ils prennent la même position, c'est ça. Il y a une surface qui sera plus grande que l'autre. En imaginant qu'ils aient la même qualité intrinsèque aérodynamique, le fait d'être plus petit. Oui, voilà, même vélo, ça. Même position, même condition, etc. quoi. Mais c'est là où il faut se méfier en fait des conclusions hâtives, c'est-à-dire qu'on peut se dire bah tiens quand je me ramasse complètement, effectivement je diminue le S. Si je me regroupe complètement, je diminue le S. Mais on n'a aucune garantie qu'on ne dégrade pas le CX en fait. Et en fait, on peut se retrouver dans une situation où, et nous on l'a déjà vu, où un triathlète est plus aéro en lui relevant le poste de pilotage. C'est déjà arrivé. C'est contre-intuitif parce qu'on se dit plus je vais être ramassé, plus je vais être bas et plus je vais être aéro. Mais en fait, ok, on améliore le S, mais on dégrade le CX si on fait ça dans certains cas. Et donc on a intérêt quelquefois à relever. Donc c'est vraiment le couple SCX. Donc nous on analyse ce SCX, mais effectivement, pour répondre à ta question, on convertit ça en watts pour que ce soit facilement interprétable pour les cyclistes. Ok, et le CX, c'est l'acronyme pour quoi ? Coefficient de pénétration dans l'air, pour vulgariser, comme tu disais. Ouais, c'est ça. En fait, le X, parce que en fait, quand on prend un repère orthonormé, donc un repère X, Y, Z, il est dans la direction X, en fait. Et la portance, on appelle ça le CZ, puisque c'est dans la direction Z. Voilà, c'est une convention, simplement. Ok, d'accord, très bien. Et donc, du coup, alors, on calcule ça en watts. Et ça, je pense qu'on va venir dans la partie que la plupart des auditeurs attendent, j'imagine, c'est combien de watts on va gagner avec un casque aéro, avec une roue pleine, avec une trifonction aéro, etc. Est-ce que tu as tous ces chiffres ? Non, j'ai aucun de ces chiffres, parce qu'en fait, en fait, ça dépend de la personne qui est sur le vélo. Pendant très longtemps, tout le monde regardait Lance Armstrong en se disant, il faut copier son casque, il faut faire le même, il faut avoir la même position. Mais en fait, le casque de Lance Armstrong, il était adapté à sa morphologie. Et si tu n'as pas la bonne morphologie, ça marche pas en fait. Et donc, si tu veux, si on va au-delà de ça, il n'y a même pas un casque idéal pour tout le monde. Il y a un casque idéal pour toi, il y a un casque idéal pour Hermano, il y a un casque idéal pour moi, mais il n'y a pas un casque qui soit le meilleur de tous les casques. Ok, et ça dépend de quoi, ça, du coup alors c'est la position qu'on a sur l'inclinaison de la nuque, de la tête ou... C'est ça, ça dépend de ta morphologie déjà. Ça dépend parce que tu as des gens qui vont être sur le vélo, qui vont avoir le dos un peu rond, d'autres qui vont avoir le dos très plat, d'autres qui vont avoir le dos cassé. Et en fait, le casque va fonctionner, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre la roue arrière et la fourche. Tu as la même chose entre la tête et le dos, ça fonctionne ensemble. Et si tu as un casque qui n'est pas adapté à ta morphologie, tu peux dégrader l'ensemble, quoi, en fait. Ok. Et donc, la seule manière de savoir quel est le casque idéal pour nous, c'est de faire un test dans une soufflerie, en fait. C'est ça. Est-ce qu'en soufflerie virtuelle, ça marche aussi ? Ou là, pour le coup, il faut vraiment essayer d'avoir des données les plus fines possibles et le mieux, c'est quand même d'analyser véritablement le vrai flux d'air ? Alors, en soufflerie virtuelle, enfin en simulation numérique, on arrive à avoir des choses aussi fiables, mais en fait, on va avoir des choses fiables. Alors, soit sur un mannequin, parce qu'en fait, on a un modèle générique, ou alors il faut scanner le cycliste sur son vélo pour avoir exactement la morphologie du cycliste. Ça reste délicat. Et puis après, tout dépend de ce que tu considères. C'est-à-dire que quand tu es sur un triathlon, si on reprend l'exemple du casque,
t'es en position sur ton vélo et puis tu regardes la route, ton casque est super aéro. Tu sais, il y a été une époque où on avait des casques aéro qui étaient très longs, avec une jolie pointe, et puis les gars passaient 50% de leur temps avec la tête dans le guidon, baissée, et puis la pointe vers le haut, ce qui est une véritable catastrophe pour l'aéro, quoi. Donc en fait, encore une fois, c'est une histoire de compromis. Et quand tu vas développer un casque, quels sont les critères que tu prends en compte? Est-ce que tu considères uniquement du vent de travers? Est-ce que tu considères uniquement du vent de face? Est-ce que tu prends les deux? En vent de travers, jusqu'où tu vas aller? Est-ce que tu te limites à 5 degrés, à 7 degrés, à 10 degrés, à 15 degrés? Comment tu pondères ça? Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Et en fait, tu fais un choix de morphologie du mannequin sur lequel du mannequin ou du cycliste sur lequel tu vas développer ton casque. Et puis après, ce casque, il va fonctionner pour toi ou pas, il va fonctionner pour Olivier ou pas, il va fonctionner pour d'autres. C'est vraiment très dépendant. Et c'est dépendant de ta position. On a dernièrement travaillé avec un athlète où on a testé deux positions différentes sur le vélo, deux positions de postes de pilotage différentes, et en fonction de la position, le casque idéal n'était pas le même. D'accord. Ça s'avère un peu compliqué en plein milieu de course de changer de casque. Enfin, en vélo peut-être, en cyclisme peut-être, mais en triathlon, c'est juste pas autorisé, quoi. Non, tu peux. Enfin, c'est pas histoire de changer de casque. C'est de prendre en fait en fonction du réglage que tu vas mettre sur ton vélo. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était de la hauteur de poste de pilotage. On a changé la hauteur du poste de pilotage et on avait un casque qui avait été testé, qui était le meilleur de tous les casques qu'on avait sous les mains. Et quand on a changé la hauteur du poste de pilotage, c'était plus lui le meilleur, c'était un autre, quoi. Et donc en fait, encore une fois, ça démontre en fait le couplage qu'on a entre tout, quoi. C'est-à-dire que tu changes ta position, le casque idéal c'est plus le même. Donc il faut vraiment, c'est un ensemble. Il faut que l'ensemble soit cohérent aérodynamiquement parlant pour que ça marche, quoi. On sent quand même qu'il y a de grosses inconnues, ne serait-ce qu'en termes de mesures, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Tu as dit on pose le cycliste sur son vélo, on le fait pédaler et puis on va lui envoyer du vent et on va mesurer pendant un certain temps donné, suivant l'axe pendant lequel il va prendre le vent. Mais c'est vrai que pour reprendre l'exemple d'un triathlon, un triathlon c'est en milieu ouvert, on n'est pas en piscine, on fait pas un triathlon en soufflerie, donc la route elle monte, elle descend, elle est plate, il y a du vent, il y a pas de vent, il y a de la pluie, il y a pas de pluie, enfin il y a énormément déjà de paramètres qui entrent en jeu pendant une course. Mais alors en plus, s'il fallait modéliser tout ça dans une soufflerie, on s'en sortirait pas en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on est obligé de se fixer des limites, des hypothèses. Et puis, je dirais, on essaye de bâtir ces hypothèses du mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'on a des chiffres, on a des analyses. Typiquement à Kona, on sait que 70% du temps, le vent qui est vu par le cycliste, il est entre 0 et 10 degrés, en positif ou négatif. Donc tu sais que c'est pas tellement utile d'aller au-delà. Enfin, c'est pas là que tu vas avoir le plus gros des impacts, quoi. Donc tu peux te permettre de rester entre 0 et 10 degrés. Tu peux aller chercher un petit peu le 15 degrés si tu veux aller chercher un petit peu plus haut pour grappiller un petit peu au-delà des 70% du temps. Mais effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. On n'est pas aujourd'hui capable, ni nous, ni l'être humain n'est pas capable de gérer toutes les variabilités qu'on a au niveau d'une course. La seule chose que tu peux faire, c'est fixer certaines hypothèses et te dire alors dans ces conditions-là, je vais prendre le meilleur matériel, je vais adapter, le moins pire. Voilà, je vais adapter le matériel. Et c'est pour ça, si tu veux, on n'a pas d'optimum en aéro, parce qu'en fait, si tu prends l'exemple de la F1, en F1, avant qu'il y ait des règlements qui limitent le nombre d'heures d'essai en soufflerie, ils en étaient rendus à tourner sur 2 souffleries en parallèle en 3/8, 365 jours par an. Parce que plus tu fais de tests et potentiellement plus tu vas trouver de choses qui fonctionnent, quoi. Donc c'est infini. Tu m'étonnes que les écuries, elles avaient 800 personnes. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est infini en fait. Il y a pas de, comme on sait pas.
Comme tout interagit, enfin, le nombre de combinaisons, il est illimité, quoi. Et du coup, parce que moi je voulais revenir sur. Parce c'est vrai qu'on a parlé position, on a parlé matos. Bon, ça va dépendre énormément de plein de facteurs, mais dans les grandes lignes, c'est quoi ton top 3 des conseils pour les triathlètes pour gagner en aérodynamie au niveau 1 de la position et 2 du matos? Comme je disais tout à l'heure, 80% de la traînée aéro, c'est le cycliste et son équipement. Donc, euh, donc en fait, le gros du gain, il est là, quoi. C'est avoir la bonne position sur le vélo, euh, et avoir l'équipement qui va bien, le casque, le casque, les lunettes si on met des lunettes, et puis avoir une position qui va bien, quoi. Si tu fais un rapport entre le coût et le gain que tu obtiens, bah, alors vous allez dire, je prêche mon paroisse, mais il vaut mieux travailler sa position aéro. Parce qu'en fait, bon, pour répondre un petit peu à la question que tu posais tout à l'heure, combien on gagne, voir 5-6 watts sur un casque, c'est pas rare. Et en fait, un essai en soufflerie, en règle générale, les clients qui passent un peu de temps en soufflerie repartent avec entre 15 et 35 watts de gain, quoi, en fonction de comment ils étaient posés au départ. Mais enfin, c'est gigantesque, hein, tu prends bon, les watts, il faut être méfiant avec les watts parce que ça dépend de la vitesse, hein. Donc plus tu vas vite et plus c'est facile de gagner des watts. La puissance aéro est au cube de la vitesse, donc forcément plus tu vas vite et plus ton gain en watts est impressionnant. Mais sur 180 km, quand on refait le calcul, ça se compte en minutes, quoi, entre 5 et 10 minutes de gain sur 180 bornes. Et puis entre 5 et 10 minutes de fatigue, de gagner aussi, parce que ça fait du temps en moins sur le vélo, ça fait de l'effort en moins à fournir à puissance constante, ou alors si tu fournis la même puissance, effectivement, tu te fatigues peut-être pas de la même manière. Pour revenir un petit peu justement sur des tests en soufflerie, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, mais est-ce que tu as quelques exemples de cyclistes ou de triathlètes qui sont déjà passés chez toi et qu'est-ce que ça leur a apporté justement ces tests en soufflerie? Parce que ce que ça leur a apporté, il faudrait leur poser la question. Ouais, on en a quelques-uns. On peut en citer quelques-uns, puisque certains sont nos ambassadeurs déjà. On a Johanna Ritter, on a Manon Jeunet, qui est passé en soufflerie chez nous, Alexis Onquincan. On a, on a Romain Guillaume qui passe très bientôt, qui est aussi l'un de nos ambassadeurs. Et puis Colin Kraminski qui devrait pas tarder non plus à venir nous voir. Wow. Ça, ce sont nos ambassadeurs. Et puis, on a des gens comme Arnaud Guillou aussi qui sont passés. Ça, c'est récemment, mais par le passé, on a eu des Simon Billot, des José Geland, des Denis Terrapon. Voilà, il y en a eu beaucoup qui sont passés. Mais on parle plus des avions de chasse, là, Alexis, on parle de triathlon. Hein. C'est des gens qui peuvent se permettre de sortir dans les derniers de l'eau parce que de toute façon, ils poseront le vélo avec tellement d'avance que les 30 watts de gagner sur 180 bornes, ça passe tout seul, quoi. Ouais, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut, si tu veux gagner aujourd'hui, ça va tellement vite qu'il faut être bon partout, quoi. C'est, mais qu'est-ce que ça leur apporte? Bah, ça leur apporte déjà de l'économie, de puissance générée, et puis de la sérénité. Tu passes parfois des heures et des heures à te poser des questions. Est-ce que je dois mettre ce bidon-là, ce casque-là, et puis j'essaye, je mets celui-là, je fais une course, ça n'a pas marché, donc je dis là, ça doit être à cause du casque, donc j'en mets un autre, et puis machin. Et puis en fait, tu passes en soufflerie, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, le juge de paix est là, et puis en fait, tu te poses plus la question, tu gardes le casque qui te convient le mieux, et puis c'est des questions que t'enlèves, c'est des interrogations que tu t'enlèves, et t'attaques ta course avec beaucoup plus de sérénité, parce que tu sais où tu vas, en fait. C'est vrai que c'était une façon de voir que j'imaginais pas, c'est-à-dire que tu t'enlèves de la charge mentale juste en passant en soufflerie. C'est ça, mais c'est exactement ça, hein. Enfin, on a vu beaucoup d'athlètes qui se posaient un milliard de questions sur comment il fallait, quel casque il fallait utiliser, quel bidon, est-ce que je me mets dans la position de l'œuf, est-ce que je me mets pas dans la position de l'œuf, comment je m'installe. Voilà, enfin il y a des tas de questions, et après ces questions-là, elles te pourrissent la tête au quotidien. Elles te pourrissent la tête parce que quand tout va bien, tu te poses pas de questions.
Et puis, quand ça commence à aller un peu moins bien, bah, tu commences à tout remettre en question. Et s'il y a des thèmes sur lesquels tu as des certitudes, bah, ces thèmes-là, en fait, ils ne reviennent pas dans les questions que tu te poses tous les jours, quoi. Ouais, puis on a l'habitude de dire aussi que tu ne peux améliorer que ce que tu mesures. Donc, finalement, ça a du sens aussi. Ça permet d'objectiver un petit peu les choses, quoi. Complètement. Alors, juste avant, une petite question un peu bête, mais pour finir sur l'aspect soufflerie et test en soufflerie, justement, on est un triathlète, on est un cycliste, on a envie de se laisser tenter par un tel test. Combien de temps il faut compter déjà? Et puis, est-ce que tu peux nous donner une idée de coût à peu près, que ce soit en soufflerie réelle ou en soufflerie virtuelle, donc en simulation numérique? Alors en simulation numérique, on propose pas. Enfin, la simulation numérique, on la propose aux fabricants. D'accord. Parce que l'objectif, ça va être de travailler les profils de tubes du cadre, de la fourche, travailler les roues, etc., etc. Donc là, on va pouvoir travailler finement parce que c'est des objets qu'on maîtrise. Travailler la position d'un cycliste ou même l'équipement d'un cycliste en simulation numérique, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on ne sait pas le faire pédaler, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas prendre en compte et donc on ne peut pas le faire pour un cycliste. Ça pose quand même des questions parce que vous, c'est votre métier. Tu nous dis, on ne sait pas faire, et par contre, tu vois de plus en plus de magasins ou des shops qui fleurissent et qui te proposent des simulations numériques. Ça fait un peu flipper quand même. Alors ouais, attention. Non, on parle pas du tout de la même chose. Moi, Ok. ce dont je parle, c'est de la simulation numérique. Donc c'est de la résolution des équations de Navier-Stokes, donc des D'accord. équations de la mécanique des fluides, sur une image 3D de l'ensemble vélo-cycliste. Ok. Le système dont tu parles, effectivement, c'est des systèmes qui sont un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qui sont basés sur l'idée que si tu améliores le S, tu vas améliorer la traînée. D'accord. Ok. Et pour moi, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. C'est pas aussi évident que ça. Ok. Je veux pas rentrer dans la polémique, mais je pense qu'il faut se poser des questions, quoi. Si l'aéronautique utilise des souffleries et pas des systèmes comme ça, il y a peut-être une raison, quoi. Et la simulation 3D, est-ce que éventuellement c'est quelque chose qui peut être plus précise quand on va voir certains détails? Parce que tu disais justement que c'est une technique que vous utilisez beaucoup avec les fabricants, peut-être pour aller voir justement je sais pas, des entrées de câbles ou des trucs comme ça sur un cadre de vélo, par exemple. C'est des choses. C'est une des raisons pour lesquelles vous utilisez ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu mesures en soufflerie, tu vas installer ton vélo et alors soit tu t'installes ton vélo et un cycliste dans la soufflerie. Tu vas faire une mesure. Tu vas modifier, par exemple, ton tube diagonal, admettons. Ouais, c'est ça. Et puis tu vas faire une deuxième mesure, mais rien ne te garantit que le cycliste n'ait pas bougé entre les deux mesures. Tu ne sais pas s'il a repris exactement la même position. Donc ça te crée de l'incertitude, et quand tu sais que 80% de l'aéro, c'est le cycliste, s'il a fait le moindre geste, au fait, Il suffit que le gars se soit pas rasé ce jour-là, t'as perdu l'aéro. ou simplement qu'il ait décalé sa main de Ouais. 5 mm sur le prolongateur, et en fait, il est plus tout à fait dans la même position. Et en fait, tu peux avoir des impacts qui sont assez importants. Donc ça, tu peux pas le faire. Alors après, tu peux mettre un mannequin en soufflerie pour gérer ces aspects-là. Donc c'est une première raison, c'est l'incertitude liée au cycliste qu'on peut résoudre avec un mannequin. La deuxième chose, c'est quand tu as ton vélo et ton cycliste en soufflerie, tu vas mettre ta nouvelle forme de tube diagonal ou ta nouvelle roue ou ta nouvelle fourche, peu importe. Tu vas faire un test et puis tu vas dire, bah tiens, c'est moins bien ou c'est mieux. Mais t'en sais pas plus, quoi. Tu sais pas si c'est mieux parce que, en fait, si je prends l'exemple de la fourche, est-ce que ma fourche là, c'est mieux parce que elle fonctionne mieux avec la roue avant, ou est-ce qu'elle fonctionne mieux avec le tube diagonal, ou est-ce que l'impact de ma fourche, en fait, il se fait sur le cuissard du cycliste? T'en as pas la moindre idée. Alors que quand tu fais de la simulation numérique d'écoulement, en fait, c'est de la soufflerie virtuelle. Donc c'est vraiment, on va avoir l'objet 3D, donc ce qu'on appelle une CAO, donc un design sur ordinateur en fait de l'ensemble vélo cycliste. Et ça, on va le mettre dans l'équivalent d'une veine de soufflerie, dans un tube. Et puis, on va lancer de l'air, en fait, virtuel sur cet ensemble. Et en fait, le système va résoudre les équations de la mécanique des fluides pour trouver, en fait, tout le comportement de l'écoulement autour du cycliste.
Et là, on va pouvoir visualiser les choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser les tourbillons, on va pouvoir visualiser les champs de pression, on va pouvoir visualiser, se dire, bah tiens, à tel endroit, il y a telle vitesse. Et quand on a fait un changement, on peut regarder où a eu lieu ce changement. Et on a la possibilité aussi de découper la CAO, enfin la forme en plusieurs dizaines, centaines, milliers, si on veut, d'éléments. Et on peut regarder l'effort qui s'exerce sur la fourche, l'effort aéro qui s'exerce sur la fourche, l'effort aéro qui s'exerce sur la roue, sur le type diagonal, etc., etc. Et donc on voit où sont les impacts. Oui, c'est ça. Tu as une puissance de calcul aussi qui est beaucoup plus importante. Tu peux faire des tests, j'imagine. Tu parlais par exemple dans la F1 où ils faisaient des tests H24, 365 jours par an. J'imagine que là, justement, si c'est du test, tu peux automatiser, j'imagine, une partie, non, au niveau de la simulation. Ouais, on peut automatiser. Et puis en fait, on solutionne l'un des problèmes de l'aérodynamique. C'est-à-dire que l'aérodynamique, c'est une science qui est invisible. Tu vois pas ce qui se passe. Et là, avec la simulation numérique, tu arrives à visualiser ce qui se passe, tu arrives à comprendre. Tu vois les tourbillons qui se déclenchent, tu comprends que le tourbillon que tu as déclenché à tel endroit, il va percuter tel autre endroit du vélo ou du cycliste, et puis il va rencontrer un autre tourbillon, que les deux vont se cumuler pour faire un tourbillon encore plus violent, et que c'est ça qui va te faire perdre ou gagner en performance. Donc c'est toutes ces choses-là, le fait de pouvoir visualiser les choses, on les comprend parce qu'en fait, on est fait comme ça. On fait avant tout confiance à la vue. Hein. C'est le premier sens qui fonctionne chez l'être humain, c'est la vue. On fait confiance à notre vue pour comprendre les choses. Et là, le fait de pouvoir visualiser, c'est beaucoup plus parlant et on comprend ce qui se passe et donc on arrive beaucoup mieux à optimiser. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est ce que j'avais fait justement pour les trifonctions au ANA au niveau des manches. On a fait des manches aéro. On a voulu justement voir un petit peu quelle était la différence. Donc on avait fait une simulation où on se basait uniquement sur la manche en fait. Donc on avait modélisé en 3D la manche et comme ça a permis de grossir un peu le truc quoi. Pour voir juste les petites lignes, les petits voilà, enfin, vraiment au niveau de la texture quoi du matériel, parce que c'est des choses qui sont quand même très très fines quoi. Et donc c'est ce qu'on avait fait effectivement pour voir la différence, les petits générateurs de vortex, comment ils s'appellent. Alors pour revenir justement sur ma question de tout à l'heure, je te demandais comment ça se passe un test. Alors pas sur la partie logistique, mais vraiment on arrive avec notre vélo, notre cuissard, notre belle tenue au ANA évidemment. Tu installes le vélo, tu nous installes sur le vélo. Combien de temps il faut compter et puis après combien de temps il faut compter, je sais pas, pour dépouiller les résultats, pour analyser la séance et puis pour avoir des premiers indices d'amélioration de notre aéro. Alors, ce qu'on propose au travers d'Aéroptimum, parce qu'en fait, on a créé une marque qui s'appelle Aéroptimum pour ça. Donc, c'est une marque qui appartient à Aéroconcept. On a plusieurs offres qui existent, qui vont de la demi-heure à la journée complète. Donc, on a une offre expérience qui est une offre c'est une demi-heure de soufflerie. C'est pas alors si une demi-heure de soufflerie, si tu veux choisir entre deux ou trois casques, t'en as c'est suffisant. Par contre, c'est pas une offre qui est destinée à trouver de la perfo. On l'a plus imaginé comme une offre comme son nom l'indique, une expérience de se dire tiens, plutôt que d'aller faire du saut à l'élastique ou du saut en parachute, je vais aller faire un tour en soufflerie avec mon vélo pour vivre une expérience un petit peu hors du commun et puis faire un truc un petit peu fun. Vous avez des petites cartes cadeaux du coup sur le site, c'est ça? Ouais, il y a une carte cadeau. Alors la carte cadeau, elle fonctionne avec toutes les offres, mais ouais, effectivement, ça peut être un cadeau sympa pour un cycliste ou pour un triathlète. Bon, on fait un petit jeu concours pour nos auditeurs alors. Pourquoi pas. Et donc ça permet de comprendre un petit peu comment ça marche, de se rendre compte un petit peu des choses. On a passé quelqu'un la dernière fois qui est passé d'une position contre la montre sur les prolongateurs aux mains sur le guidon, et puis quand il a vu qu'il y avait une différence de 45 watts, il a dit ouais, je comprends en fait, il faut vraiment une position confortable parce que si tu as besoin de te relever parce que t'es pas confort, en fait tout le gain que tu as obtenu tu l'as perdu en une fraction de seconde quoi. Donc voilà, ça permet ça te permet de voir des choses de ce type-là. Après on a une offre donc cette offre là, elle est à 300 € TTC. Okay. Ensuite, on a une offre performance qui existe en 1 heure ou en 2 heures,
qui te permet là de commencer à travailler un petit peu plus sérieusement ta performance. On a des offres intégrales qui durent 4 heures ou 8 heures, où là on va quand même travailler beaucoup plus en profondeur. L'intégrale 8 heures, c'est 3200 € TTC. Voilà, c'est un certain coût, mais à comparer avec les gains qu'on peut obtenir, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à faire. Puis après, en parallèle de tout ça, on a des offres pour les groupes. Donc si on vient à 2, à 4, etc., il y a des tarifs préférentiels. Ok, super. Bah écoute, du coup, tu as répondu à l'autre question qui était le coût. Donc on l'aura compris, hein. On peut se faire un petit cadeau en se faisant une demi-heure en soufflerie. Alors tu l'as dit, c'est une demi-heure dans le tunnel. Après, j'imagine qu'il y a un peu de discussion avant et puis le dépouillement des résultats derrière. Après, vous y passez pas non plus la journée. Et puis après, si justement on veut y passer la journée, bah, vous avez une offre et vous avez une prise en charge pour ça. Ouais, après le dépouillement, il se fait pas mal en live, hein, parce qu'en fait, l'essai numéro 2 dépend souvent de ce que tu as fait au test numéro 1. Ouais. Et donc c'est... t'as ta position de référence, on a changé le casque, ça a été mieux, ça a été moins bien, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on essaye de mettre avec les lunettes, sans les lunettes, est-ce qu'on met un autre casque qui est encore plus dans la thématique aéro ou pas, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Après, si tu veux travailler de la position, pour travailler de la position, il faut quand même des forfaits, il faut quand même passer un petit peu de temps. Alors pas parce que ça prend beaucoup de temps de mesure, mais parce qu'en fait, régler des prolongateurs en fonction du type de vélo ou du type de prolongateur, ça peut être très long. Donc c'est forcément consommateur de temps. Ouais. Et c'est quoi les grosses erreurs que tu vois le plus souvent en fait? Enfin, typiquement, j'imagine que, et c'est peut-être même la première, c'est sur le vélo, en tout cas de contre-la-montre, c'est le fait de venir se mettre, de venir prendre le cintre aux extrémités. Ouais. Ça, j'imagine que c'est un grand classique. On est un peu fatigué, on a envie de se redresser le dos, tout ça. Donc, j'imagine que ça fait partie du top 3. Mais c'est quoi les autres grandes erreurs que tu as l'habitude de voir? Comme je le disais tout à l'heure, c'est le gars qui a un casque aéro et qui passe 80% de son temps à regarder ses coudes, qui se retrouve avec une pointe qui le freine beaucoup. Et puis après, il y a des choses qui sont pas forcément du domaine de l'erreur. Je vais pas parler d'erreur parce qu'on n'a pas encore regardé ce que ça donne, mais on voit beaucoup de triathlètes qui scotchent des barres de céréales sur les cadres. Ça fait partie des tests qu'on a prévu de faire là dans les semaines à venir. Ouais. Pour se poser la question, qu'est-ce que ça coûte en termes d'aéro, ce genre de pratique. En fait, j'appellerais pas ça des erreurs, mais il y a quand même quelques pratiques qui nous posent question et on sait pas quantifier comme ça de visu, mais on fera des tests et on a prévu de le faire et de faire quelques publications comme ça pour vulgariser un petit peu ce genre de choses. Super intéressant. Moi, j'ai quand même un gros dilemme. Les gourdes. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 2 gourdes derrière ta selle, mais donc du coup, à chaque fois, tu dois te relever et tu perds en aérodynamie? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux les mettre au niveau du cadre et donc du coup, ton vélo est moins adhérent? Tu connais la réponse, Olivier. Il va te dire, ça dépend du cycliste. C'est ça. Ça dépend si tu bois souvent ou pas, en fait. Ouais, ok, d'accord, fine. Bon, mettons qu'on boive, une gourde à 1 ml par heure, ce qui est en général recommandé sur longue distance. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas répondre à cette question-là. Voilà, on t'a rajouté un test à faire. C'est ça. Ça peut être un test intéressant à faire, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que quand tu as les bidons sur le cadre, ils sont là du début à la fin de la course, quoi. Chaque seconde de ta course, ils sont là. Quand tu as besoin de te relever pour aller chercher ton bidon derrière, tu le fais une fois de temps en temps. Il y a une notion d'aérodynamique, mais il y a aussi une notion musculaire. Est-ce que le fait d'aller chercher ta gourde te permet aussi de changer de position un petit peu, et de te remettre ensuite en position. Est-ce que le fait d'aller chercher ta gourde a plutôt tendance à te désunir et à faire en sorte que tu as du mal à te remettre dans le rythme? Il y a beaucoup de phénomènes hors aéro qui rentrent en jeu aussi dans ce schéma-là. Mais la certitude, c'est que quand tu les as sur le cadre, par contre, tu les as du début à la fin, quoi. Pendant 180 bornes, si tu fais un Ironman, pendant 180 bornes, tu les as, ils sont là, quoi. Ouais, et à la limite, on pourrait se dire aussi qu'il y a des temps morts quand tu vas chercher ta gourde derrière toi.
C'est quand même difficile de continuer à pédaler, alors que si elle est sur ton cadre, tu peux à la limite continuer, quoi. Mais dans tous les cas, avoir le système d'hydratation en fait, au niveau des prolongateurs, c'est quand même ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Enfin, ou dans le cadre, évidemment, pour ceux qui ont des vélos un peu plus haut de gamme. Ouais, dans les prolongateurs, la plupart du temps, enfin, tu peux faire en sorte que ce soit quasiment invisible. Donc, d'un point de vue aéro, je veux dire. Donc, mais C'est par ça. contre, t'as pas de quoi tenir toute ta course avec ça, quoi. Donc, il faut. À un moment, il faut recharger de toute façon. Moi, j'avais une petite question à la con. On va inaugurer cette rubrique. Qu'en est-il des tests en soufflerie pour les coureurs et éventuellement pour les nageurs? Parce qu'on parle de mécanique des fluides. Donc, forcément, ça s'appelle pas l'aérodynamique, mais plutôt l'hydrodynamisme. Mais le nageur aussi, il est impacté par tout ça. Complètement. Il est complètement impacté. Alors, il y a des choses qui ont déjà été faites. Alors, pas chez nous. On n'a jamais eu l'occasion de travailler sur ces sujets-là, mais il y a des choses qui ont été faites, soit en simulation numérique, comme je le disais tout à l'heure, soit ça a été fait en soufflerie. Alors après, en soufflerie, le problème, c'est que Bah, t'as pas la résistance de l'eau, quoi. c'est pas de l'eau, ouais, c'est de l'air, donc c'est pas sans poser de problème. Et puis sinon, c'est des canaux hydrauliques ou des bassins de carène, et on peut faire des choses, ouais. Il y a des choses qui ont déjà été faites au niveau des nageurs. Après, sur la course à pied, c'est un petit peu plus compliqué de faire les mesures. Et puis surtout, on n'a pas beaucoup de latitude. C'est-à-dire que autant sur un vélo, tu peux changer du matériel, tu peux changer la position, tu peux changer pas mal de choses. Quand tu as un gars qui court, on va pas lui raboter les tibias parce que c'est plus aéro, quoi. Donc, Mais par contre, la question se pose notamment pour les personnes qui sont handicapées, qui vont avoir une prothèse. Est-ce que vous faites ce genre de test? Est-ce que ça vous arrive de tester avec telle prothèse ou telle autre prothèse pour voir quel va être le meilleur gain en termes de confort et en termes d'aérodynamique? alors, au niveau des prothèses, oui, bien sûr, on a des choses sur lesquelles on peut travailler, effectivement. Ça fait partie des avantages. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns quand on est un sportif handisport, c'est que bien souvent, il y a un peu plus de matériel. Et donc, je parlais d'Alexis en Quincan tout à l'heure, qui est l'un de nos ambassadeurs. Donc, on a effectivement travaillé avec Alexis. Et puis, par le passé, on a travaillé aussi avec des skieurs handisport. Et on a aussi eu l'occasion de travailler sur leur bob, enfin ils appellent ça un bob, hein, la chaise dans laquelle ils sont assis sur les skis. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on peut bosser. Ouais. Ça ouvre des possibilités complémentaires. Okay. Olivier, il y avait d'autres questions pour toi ou Ouais, il y a deux autres sujets, je pense, qui sont intéressants à aborder parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de puissance et je sais qu'il y a des gens qui se posent la question parce que on dit bah ouais, mais je comprends pas. J'ai regardé mon capteur de puissance, je génère plus de puissance que lui et il va plus vite que moi. En fait, voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est puissance générée, puissance consommée. C'est-à-dire que le cycliste est le générateur de puissance. Donc, vous êtes capable de générer 250, 300 watts, 400 watts, enfin voilà. Et puis ensuite, cette puissance va être consommée pour avancer. Donc, elle va être consommée dans les frottements mécaniques, au niveau du contact pneu-sol, au niveau des roulements, au niveau du boîtier pédalier, de la cassette, etc., etc. Et puis elle va être consommée dans l'aéro. Et en fait, si tout ça s'équilibre, c'est-à-dire que en fait, si vous êtes capable de générer 400 watts, vous allez atteindre une vitesse qui va équilibrer les 400 watts. Et si vous améliorez l'aéro, en fait, en continuant à générer ces 400 watts, vous allez pouvoir aller un peu plus vite. Et il faut bien faire la différence entre la puissance générée, qui est celle que vous lisez sur le capteur de puissance, et la puissance consommée, qui va s'équilibrer, mais la vitesse, la variable, ça va être la vitesse, justement. C'est-à-dire que plus on va être aérodynamique et plus on va être capable d'aller vite à isopuissance. En précisant que dans ton exemple, les deux cyclistes avaient le même poids. Bien entendu, bien entendu. Je parle pas de deux cyclistes différents, je parle du même cycliste, en fait. Voilà. Et puis l'autre paramètre, on en a un petit peu parlé, c'est que je disais tout à l'heure, l'aéro c'est bien, c'est le paramètre d'ordre 1 sur la perfo, mais à condition d'être installé confortablement et d'être capable de générer de la puissance. C'est-à-dire qu'on a par le passé, il y a eu des tas de gens qui ont bossé en soufflerie. Je parle des choses qui sont passées dans les années 90, des gens qui ont testé, qui ont voulu battre le record de l'heure, qui ont fait de la soufflerie.
et qui n'ont pas pris en compte les autres aspects, ne sont concentrés que sur l'aéro. Et ils ont trouvé une position super aérodynamique, mais au bout d'une demi-heure, ils ont été obligés de se relever pour respirer parce qu'ils n'étaient plus capables de respirer dans la position dans laquelle ils étaient. Et pour un record de l'heure, quand tu te relèves au bout d'une demi-heure, c'est un peu dommage, quoi. Et c'est pareil c'est pareil pour un triathlète, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu as une position super aéro, mais que cette position en fait elle est super inconfortable et qu'au bout d'un quart d'heure tu as mal au dos, mal aux épaules, mal partout, en fait tu vas te relever et en fait c'est là où tu vas perdre 10 fois ce que tu as gagné au préalable. Donc l'idée de départ, c'est vraiment d'être dans une position confortable, dans une position qui permette de générer de la puissance, parce que le moteur, c'est toi aussi quand tu es sur le vélo. Donc si tu n'es pas capable de générer la puissance, ton aéro ne sert à rien. Et à partir de là, une fois que tu as ça, ce prérequis, là, tu commences à pouvoir bosser ton aéro. Et c'est pour ça qu'en fait, on a intégré dans nos services de l'étude posturale pour pouvoir prendre en compte ces deux paramètres-là. C'est-à-dire, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que venir en soufflerie, si vous voulez tester de l'équipement, ok, pas de problème. Si vous êtes sûr d'avoir la bonne position, on peut tester de l'équipement, il n'y a aucun souci. Venir en soufflerie pour tester de la position, si vous n'êtes pas passé par une étude posturale avant, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en fait, on va optimiser une position aéro, mais on sait pas où on en est d'un point de vue ergo. Donc la bonne façon de faire, c'est de commencer par une étude posturale, alors qui peut être faite chez nous ou ailleurs, peu importe, mais d'avoir les paramètres qui permettent de dire ok, je suis réglé de telle façon, mais j'ai telle latitude sur le réglage du poste de pilotage, j'ai telle latitude sur le réglage de la selle éventuellement, et puis à partir de là, nous on va jouer en aéro, on va jouer dans les limites qui ont été fixées par l'ergo. Parce que le critère d'ordre 1, c'est le confort, quoi. Oui, et puis l'étude posturale, c'est pas juste, c'est pas juste une étude qui va se faire comme ça en une heure. En général, ça se fait en plusieurs. Il y a des itérations, je veux dire. On teste si des positions. Il y a la position un peu idéale théorique entre guillemets, et puis après on teste pour voir jusqu'où on est prêt à aller. Encore une fois, c'est un compromis, mais jusqu'où on est prêt à aller en termes de confort, à perdre en confort pour gagner en aérodynamique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude posturale te donne pas des valeurs à respecter, elle te donne des fourchettes, en fait. Elle te donne des fourchettes, elles te disent, voilà, tel angle, il doit être compris entre autant de degrés. Ce qui fait qu'on va régler le vélo de manière à ce que tu sois dans la fourchette. Après, on sait que on peut jouer un petit peu autour de ça. Donc, si on est capable d'aller chercher quelques points d'aéro sans dégrader ton ergo, c'est gagné, quoi. T'as gagné sur tous les niveaux, quoi. Typiquement, les gars qui inclinent leur selle vers l'avant. Comme c'est mon cas, j'ai une selle. J'ai une selle qui est inclinée à peu près 17 degrés. Wow. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est beaucoup. Mais ceci dit, petite anecdote, j'étais sur un triathlon il n'y a pas longtemps en Belgique, l'Iron League. J'ai vu un gars qui avait une selle encore plus inclinée que moi. Je sais pas comment il a fait. C'était un toboggan. Tu devrais passer voir Benoît chez nous. Ouais, non, mais j'ai fait des études posturales. D'accord. Point de vue. Alors, je suis pas passé en soufflerie, donc ça c'est peut-être un truc que je devrais faire. Après, je pense pas que le fait que ma selle soit inclinée, non, tu vois, je pense pas que ça va affecter. Au contraire, à la limite, si ça l'affecte, c'est plutôt positivement. Mais par contre, ouais, au niveau ergonomique, moi ça me convient, que je suis bien comme ça. C'est ça. Après, il y a tout le côté qui est pas mesurable, c'est-à-dire que on a des gens qui n'auront pas de problème à déplacer. Dernièrement, je crois que Benoît a remonté une selle de 4 cm et demi. Donc on ne parle pas on parle de la taille d'une main, quoi. C'est énorme. Ça fait ça fait quand même pas mal. Et en fait, il y a des gens tu peux déplacer en fait la selle, le poste de pilotage, ils vont s'adapter en fait à cette nouvelle position assez facilement. Puis il y a des gens qui vont pas être capables de. Alors c'est pas psychologique, hein, c'est physiologique, hein. Il y a des gens qui auront beaucoup de mal à s'adapter à une nouvelle position. Ça, il faut prendre en compte aussi, parce qu'en fait, quand tu es en course, tu te raccroches aussi à des habitudes, tu te raccroches à des choses que t'aimes bien ressentir. Et voilà, comme tu dis, ta selle est très inclinée, mais parce que tu le sens bien comme ça, quoi.
et que c'est comme ça que tu te sens bien. Et le problème, c'est que c'est peut-être pas la position idéale, peut-être, hein, je dis c'est pas j'affirme pas, hein, je dis c'est peut-être pas la position idéale d'un point de vue des statistiques. Mais si c'est la position qui te convient, c'est celle qu'il faut conserver, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait des années que je suis comme ça, que je roule comme ça. Déjà en VTT, c'était pareil. Et même sur de la longue distance aussi. Hein. Race Across Belgium, cet été, je l'ai fait sur le même vélo. C'était... Donc même sur du long, en fait, ça me convient aussi, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment un truc hyper personnel, je pense. Ouais, et puis après, il faut savoir que quand tu fais une étude posturale, il faut accepter de souffrir pendant quelques temps. Quand on te change un petit peu quand on change pas mal les réglages, tu as les muscles qui travaillent différemment et ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Et tu galères un peu sur les premières sorties, quoi. Les premières sorties sont un petit peu compliquées parce qu'il faut réhabituer ton corps à cette nouvelle position. Par contre, en général, dans plus de 90% des cas, nos clients nous disent ouais, c'est le jour et la nuit, quoi. J'ai galéré au début, mais là maintenant j'ai augmenté ma cadence de pédalage ou en fait quand je pose le vélo, je suis dans ma course à pied tout de suite, alors que d'habitude il me faut quelques minutes avant de retrouver les sensations parce que j'ai les muscles qui ont fonctionné trop longtemps dans une position et qui ont du mal à repartir sur la course à pied. Et ça, on a beaucoup de retours de nos clients suite aux études posturales comme ça, parce qu'en fait, ouais, c'est compliqué au départ, mais après une fois que tu as retrouvé l'habitude de cette nouvelle position, les gains sont là, ils sont mesurables dans très 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 nombreux cas, quoi. Ok. Et pour en clôturer, eh bien, la question habituelle, déjà, où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux si on veut vous suivre et si on veut vous poser des questions? Et puis, si on veut venir à la soufflerie, comment ça se passe? Alors, pour nous retrouver, on a le site internet aeroptimum.fr avec un seul O, hein, puisque le O est commun. Et puis, vous nous retrouvez sur les réseaux, sur Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter. Enfin, on est à peu près partout, quoi. On a une responsable de communication. Même sur TikTok. Hyper moderne. On a une responsable de communication qui se charge de tout ça. Ouais. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a quelques exemples de ce qu'on a pu faire, des vidéos qui montrent un petit peu des choses, des photos, etc., etc. Et puis, vous nous posez toutes les questions que vous voulez. On est là pour essayer d'y répondre. Alors, je ne garantis pas qu'on répondra à tout parce qu'effectivement, comme je le disais, on n'a pas de certitude. Donc, je ne peux pas vous dire c'est tel casque qu'il faut acheter ou tel vélo ou tel bidon. Mais, donc, si on n'a pas de réponse, c'est que vous ne savez pas quoi. Ouais, c'est ça. Pour avoir les réponses, il faut venir les chercher à Manicourt, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est la réponse à la deuxième partie de la question. C'est comment on fait si on veut venir à la soufflerie? Donc Manicourt, pour les Français, l'endroit où il y avait avant le Grand Prix de France. C'est ça. On est à 10 mètres à vol d'oiseau de la piste F1 là, de Manicourt, et on est à mi-chemin entre Paris et Clermont-Ferrand. Et puis donc comment on fait? Vous pouvez aller sur le site et vous pouvez réserver en ligne directement. Vous pouvez réserver votre essai en soufflerie en ligne directement sur le site. Ok, super. Écoute, Alexis, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On mettra de toute façon toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et puis, on continue en off. Justement, si on fait un petit concours pour nos auditeurs, ce sera l'occasion de venir voir justement en soufflerie comment ça se passe. Et d'ailleurs, vous trouverez toutes les consignes pour le jeu concours sur le groupe Facebook Devenir Triathlète. C'est facile. Super. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Salut, bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.